présentation. Donc c'est l'occasion pour moi de représenter un petit article qui a été publié dans la Revue française de socio-économie en 2012, qui est issu d'un colloque où c'était un peu une commande au départ, d'essayer de faire le point sur l'articulation entre, on va dire, deux capitaux de la sociologie, sur lesquels la sociologie fonde un petit peu son identité professionnelle et ses acquis scientifiques, à savoir les classes sociales et le réseau social. Et voir comment ces deux avancées de la sociologie peuvent entrer en concurrence ou pas, et peuvent éventuellement être combinées. À l'origine de ce questionnement, il y a eu en fait un débat social, un débat politique même, autour de la réforme du programme de SES en terminale. Et la même année, ils ont supprimé du programme de première ou terminale, de première le thème classe sociale, et ils ont introduit les réseaux sociaux. Donc, il y a eu une interprétation politique de cette transformation du programme de SES en disant on veut remplacer une vision de la société qui est avant tout une vision critique, fondée sur l'analyse des appartenances catégorielles, des appartenances de classe en premier lieu, par une autre vision du monde, plus pacifique, plus irénique, issue comme par hasard pour beaucoup de la sociologie américaine, qui parle très peu de classe sociale, mais qui parle beaucoup de réseau. Et d'une façon ou d'une autre, c'est une manière de mettre au pas les professeurs de SES qui ont été le fer de lance de la critique des politiques éducatives au cours des 10 dernières années. Donc, derrière ce débat, il y avait un peu l'idée qu'en supprimant les classes sociales, on supprimait un peu un des grands opérateurs d'identification de la sociologie. Donc dans sociologie, il y a social et social. Qu'est-ce qui est social, sinon les classes sociales? Et donc s'il y a sociologie sans classe sociale, c'est comme faire de l'histoire sans le temps, la géographie sans l'espace. On ne peut plus rien faire quand on ne sait plus se définir. C'est absolument catastrophique. Et les réseaux sociaux, alors c'est en voie de devenir un opérateur d'identification. Pour l'instant, en France, ça reste un mouvement de recherche assez minoritaire, et en plus c'est un objet de recherche très compliqué, très interdisciplinaire, donc ça ne favorise pas forcément la cristallisation des identités professionnelles autour de cette nouvel opérateur conceptuel. Donc danger pour l'identité professionnelle. Alors ça pourrait paraître un petit peu anecdotique. D'une part, c'est une question qui agite avant tout la définition du curriculum pédagogique pour les élèves de lycée, donc on est loin du cœur de la discipline. Mais en même temps, ce débat, il remotive une opposition qui a été un petit peu structurelle au cours des années 80 entre les tenants de la nouvelle sociologie des réseaux et la sociologie un petit peu ancienne manière, un peu marxiste, un peu catégorielle, qui appréhendait les phénomènes sociaux avant tout par l'analyse des positions sociales des individus, donc, en termes de classe, en termes de stratification sociale. Donc du coup, ce petit débat n'est pas non plus né par hasard, il se greffe sur un débat proprement scientifique sur la concurrence ou la complémentarité de ces deux formes d'explication des phénomènes sociaux. Alors, pour comprendre un petit peu cette polémique, je vais faire le pari suivant, c'est que d'une part, cette opposition, elle existe, il ne faut pas la grossir. C'est une opposition qui s'est structurée au moment où la sociologie des réseaux, façon structuraliste, donc un peu moderne, à la suite des travaux de Granwetter, de Harrison White, de Burt et d'autres, a émergé. Donc, au moment où ils ont proposé cette nouvelle grille de lecture des phénomènes sociaux, ils avaient tout intérêt à
mettre en avant la portée explicative potentiellement immense de leur nouvel outil et à déprécier les anciennes formes d'explication. Donc ça correspond à un moment un peu daté des années 70 et des années 80. Et l'autre point qui me semble important à souligner, c'est que cette opposition ne serait pas née s'il n'y avait pas eu, même si ça n'a jamais été articulé de cette manière, une promesse de très forte articulation entre les deux grilles de lecture. Et ce que je vais développer dans cette première partie, bon, c'est sans doute un peu, c'est pas complètement fondé, c'est un petit peu des intuitions, parce qu'il n'y a pas une énorme littérature là-dessus, mais dire que dans un certain nombre d'auteurs classiques qui ont pensé les appartenances catégorielles, en particulier les appartenances de classe, ils pensaient une certaine articulation de ces appartenances de classe avec les phénomènes relationnels. Et même s'il n'y avait pas de travaux empiriques, proprement dit, avant ceux de Moreno, qui permettaient de tester cette coïncidence, il y avait l'idée qu'il y aurait une coïncidence forte. Et les premiers travaux empiriques ont montré qu'il n'y a pas de coïncidence très forte entre une sociologie fondée sur les appartenances catégorielles et une sociologie fondée sur les relations concrètes entre les entités. D'où divorce. Et s'il y a disjonction, un des moyens de résoudre cette disjonction, c'est de disqualifier un des outils, donc disqualifier l'ancienne manière de voir les phénomènes sociaux à partir des appartenances catégorielles. Alors, la notion de classe sociale, bon, je ne vais pas refaire, ça fait partie un peu des classiques de la sociologie, un cours sur la notion de classe sociale, mais ça renvoie, c'est avant tout une notion d'économie politique classique fondée par des économistes classiques comme Keynes, comme Smith, comme Ricardo, et surtout comme Marx, et qui partent d'une analyse avant tout conceptuelle en termes de position dans le système des droits de propriété. Et la position dans les rapports de production, c'est avant tout une position juridique. Qu'est-ce qu'on possède? Est-ce qu'on possède de la terre? Est-ce qu'on possède du capital? Ou est-ce qu'on ne possède rien d'autre que sa force de travail? Et on définit des groupes sur la base de ces rapports de propriété et on articule ces groupes avec des relations d'échange à la fois entre groupes et intra-groupes. Et c'est là où il y a une promesse de très forte imbrication avec une analyse de réseau qui n'existe pas, mais qui serait centrée sur les relations spécifiées par cette analyse théorique. De cette manière, alors c'est sans doute un petit peu un coup de force, mais on peut dire que le tableau économique de Keynes au XVIIIe siècle, qui regardait les relations de dépenses entre trois classes. La classe des producteurs. Alors, chez Keynes, les producteurs, ce n'est pas les ouvriers, c'est les paysans, parce qu'il n'y a que la terre qui est productrice. La classe des propriétaires, les aristocrates, et la classe que lui qualifie de stérile, donc c'est les artisans. Il y a des relations d'achat et de dépenses, donc c'est des relations économiques entre groupes de manière dynamique. Donc, on peut voir, c'est un graphique, premier graphique macroéconomique, mais en un sens, c'est aussi un réseau de relations entre catégories. Donc on a ce type de vision de la société, ça va continuer chez différents auteurs sous différentes formes, mais avec une matrice commune. Hein. Ça va être à peu près la même chose chez Smith, chez Ricardo et chez Marx. Il y a juste y avoir un déplacement du groupe qui va être considéré comme le groupe producteur et une requalification des relations d'échange entre ces groupes. Avec Marx, c'est les relations d'échange de biens contre salaire entre ouvriers et capitalistes vont être requalifiées à l'aune de l'étalon de la valeur travail comme des relations d'exploitation. Mais Marx ajoute aussi une deuxième chose,
c'est qu'il combine cette analyse qui est complètement théorique à une analyse historique sur la constitution des groupes et ses modalités d'action dans la sphère politique, donc dans un certain nombre de textes, là aussi bien connus, le manifeste, la lutte des classes, le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte, la guerre civile en France. Et dans ces travaux, il s'intéresse aussi à ce qui fait les groupes, non seulement en soi, ce qui est en quelque sorte le fruit de l'analyse théorique, mais pour soi, c'est-à-dire comme groupe conscient d'eux-mêmes. Et il n'y a pas énormément de choses, mais il y a l'idée que les relations de sociabilité internes au groupe constituent l'unité du groupe. Et il y a la fameuse métaphore des agriculteurs, je pense que c'est dans le livre de classe en France, du commerce, c'est du commerce, les agriculteurs qui n'accéderaient pas au statut de groupe parce qu'ils ne sont pas pris dans des relations de solidarité, on pourrait dire organiques, enfin qui sont des relations de solidarité produites par l'organisation de la production. Donc, fondé sur cette analyse très classique des classes sociales, on peut dire, on a une analyse théorique, ça va être très bien. Si je fais l'analyse de réseau, je vais trouver des relations de solidarité entre groupes, et intergroupes, je vais retrouver des relations d'exploitation. Et donc, j'aurai en quelque sorte une imbrication parfaite de l'analyse de classe et de l'analyse de réseau. On trouve aussi, même si on ne peut pas parler de classe sociale, dans la tradition anthropologique, l'idée qu'il va y avoir une très forte imbrication entre des attributs identitaires et des relations sociales. Et ce qui a fait un peu était au fondement de l'identité disciplinaire de l'anthropologie, c'est les relations de parenté, et de voir comment les relations de parenté comment les relations de parenté organisent les relations entre les différents clans des sociétés élémentaires. Et notamment, ça a été analysé par des auteurs comme Durkheim et Mauss, jusqu'à Dumont, en passant par Lévi-Strauss, et ça a été très très bien résumé et modélisé graphiquement par François Héran dans un ouvrage récent qui s'appelle Les figures de la parenté, montrant qu'il y a 4 formes d'échange élémentaires, transfert exclusif, qui est représenté par le premier graphe, le transfert alterné, l'échange exclusif et l'échange alterné, et ces formes élémentaires de la parenté, elles organisent matériellement l'interdit de l'inceste en interdisant aux frères de se marier aux sœurs et aux frères par équivalence, c'est-à-dire aux cousins parallèles, de se marier. Et donc la structure, ce qu'a montré bien François Héran, c'est la structure des échanges définit le groupe autant que le groupe définit la structure des échanges. C'est son dual d'un point de vue mathématique. Donc là aussi, dans cette analyse qui porte sur, non pas les relations réelles dans les groupes étudiés, mais ce que les gens disent de ces relations, c'est-à-dire le système normatif qui gouverne les échanges matrimoniaux, eh bien, ça devrait prédire une très forte adéquation entre les appartenances claniques et la structure des échanges. Et là aussi, on peut se dire, il suffit d'aller, si les gens ne racontent pas n'importe quoi et qu'ils suivent les règles qui s'imposent, on devrait avoir une très très forte adéquation. Et donc il y a un peu
c'est un conscient un peu classiste qui consiste à dire on va retrouver une très forte adéquation si on part des relations ou si on part des attributs catégoriels. C'est un peu le dual l'un de l'autre. Il y a un papier qui s'appelle The Duality of Groups and Class, Breyer, et qui dit, voilà, dans certaines configurations, avoir une approche par les catégories ou avoir une approche par les relations entre les catégories, ça doit donner les mêmes résultats. Et quand la sociologie des réseaux a émergé, une question, c'était pas forcément la question principale, mais une des questions possibles, c'est est-ce qu'on va retrouver cette adéquation entre les classes d'appartenance et les relations? Alors on peut dire, dans certains cas, oui. Là, vous avez le graphique assez classique de Moreno, dans Who Shall Survive, graphique où on demande dans une classe d'élèves à côté de qui voulez-vous vous asseoir. Puis, bon, c'est un graphique fait à la main, comme la plupart des graphiques. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est les ronds et les triangles. Ben, c'est garçons et filles. Donc il y a une très forte séparation entre garçons et filles. Et on pourrait se dire, ben, il n'y a que deux relations entre les deux groupes. Donc là, il y a deux erreurs, mais bonne adéquation quand même statistique. Mais c'est un petit peu l'exception. En général, quand vous prenez un réseau, vous savez, alors ça c'est un mauvais exemple, parce que c'est fait exprès que ce soit lisible pour promouvoir des représentations alternatives. Donc c'est fait exprès. Mais en gros, je veux dire, vous avez une structure pastafarienne. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les pastafariens. Les pastafariens, c'est une secte qui pense qu'il y a un plat de spaghettis qui tourne autour de la Terre, qui est très gentil, qui guide toutes nos actions. Enfin, c'est une fausse secte. Donc il y a une structure en plat de spaghettis avec, en général, un centre où on ne voit rien, puis de la périphérie. Et donc, on a du mal à voir des groupes distincts dans un graphe. Là, on pourrait dire qu'il y a quand même des zones. Il y a quand même des zones. Mais on n'a pas des très forts contrastes. Ce qui est facile de voir dans un graphe de réseau, ça va être des positions centrales et des positions périphériques. Par contre, c'est assez rare d'avoir des groupes ou des graphiques de réseau où on voit clairement des groupes qui se distinguent les uns des autres. Donc l'outil, déjà lui-même, propose des structures où les appartenances à des catégories apparaissent rarement. Et je pense que juste ce mode de représentation des données, sans doute, favorise un peu la disqualification d'une approche fondée sur les attributs catégoriels. Alors, ça dépend des graphiques. Hein. Il y a des graphiques où on peut voir des contrastes. Donc ça, c'est dans l'article qu'on a fait avec Nicolas Mariot en 2004. Au prix d'un certain travail d'interprétation qui n'est pas entièrement, qui ne repose pas entièrement sur les données, mais sur ce qu'on sait par ailleurs. C'est là où il y a une petite ambivalence. On peut faire parler des zones du graphique. Donc là, on a une simplification d'un grand plat spaghetti avec 1000 points et un fouillis de relations. Donc on avait mis les directeurs de thèse qui avaient dirigé qui avaient participé à plus de 15 jurys pendant une dizaine d'années en sciences politiques. Et cette réduction avait permis de voir une zone centrale en forme de plat spaghetti qui était plutôt structure périphérique, mais quelques clics isolés qui étaient intéressants de caractériser. Notamment, vous avez la clique avec les symboles bleu clair, là, donc qui correspond à l'université de Toulouse, les carrés rouges en haut qui correspondent aux relations internationales de Paris 1. Donc ça permet de mettre en évidence pour un certain nombre de sous-groupes
un certain éloignement par rapport au centre de la structure. Et vous avez aussi sur ce graphique-là, donc le premier chiffre c'est l'année de naissance, après vous avez la tribu universitaire, la spécialisation géographique, vous avez le nombre de docteurs et le nombre de docteurs qui ont obtenu un poste. Donc au centre, vous pouvez voir des gens qui dirigent beaucoup de docteurs et que ces docteurs obtiennent des postes. Par contre, en périphérie, notamment dans les petits groupes assez balkanisés, souvent ils peuvent diriger un nombre important de docteurs, mais ceux-ci n'obtiennent pas facilement des postes. Donc on peut aussi se dire, dans certains cas, il y a une espèce d'efficacité du réseau dans l'obtention de postes académiques. Donc en général, on voit quand même pas de grosses structures de classe. On voit des phénomènes qui ont une efficacité sociale. Donc ça favorise l'autonomisation de l'explication par le réseau et l'opposition de l'explication par le réseau à l'explication en termes de classe. Alors un auteur qui a un petit peu thématisé cette opposition, c'est Barnes. Barnes a écrit un article, a fait un travail anthropologique sur une île en Norvège de pêcheurs. Il n'a pas fait d'analyse mathématique des réseaux sociaux, il n'a pas fait de graphe, mais il a interrogé quasiment tout le monde dans l'île et il demande aux gens les personnes qu'elles considèrent équivalentes d'un point de vue de statut social. Et il se rend compte que de proche en proche, alors pour chaque enquêté, il va y avoir des gens qui sont à peu près équivalents, des gens un peu au-dessus, mais il va y avoir un continuum dans la structure hiérarchique qui fait qu'il y a une immense classe moyenne un peu indéfinie qui émerge et juste une toute petite élite, une toute petite marge, un tout petit prolétariat qui s'en distingue. Mais en ayant cette méthodologie d'interrogation des gens pour savoir quels sont les groupes de la société, il n'y a pas de grandes classes s'opposant les unes aux autres qui émergent. De la même manière, même si ce n'est pas l'objet de ces expériences, quand on pense aux expériences de Milgram, il met en évidence l'existence d'un plus court chemin, même entre des personnes très éloignées les unes des autres, et même un ouvrier du Nebraska, par un chemin de peut-être un peu plus que 5 ou 6 degrés, mais un chemin de 7 à 8 degrés, réussira à faire passer un paquet à un agent de change de Boston qui fait partie des classes dominantes. Donc il y a toujours des chemins permettant de connecter n'importe quel individu de la société à n'importe quel autre. Donc du coup, il n'y a pas cette séparation au couteau entre les ouvriers et les capitalistes, pour caricaturer. Mauricio Gribaldi est un auteur qui a notamment utilisé cette plasticité du réseau, le fait que les relations sociales forment un continuum pour dynamiter une pensée catégorielle labroussienne ou brodélienne fondée largement sur la topie marxiste. Donc Mauricio Gribaldi, qui est un des promoteurs de l'analyse des réseaux, venant de la micro-histoire, s'est servi de cet outil conceptuel-là pour dynamiter l'ancienne histoire macro-sociale. Il a fait une petite enquête sur les enseignants à Paris, où il demande à des enseignants de décrire le réseau des personnes qu'ils voient, et il demande aussi à ces enseignants de décrire aussi les relations entre leurs relations. Et du coup, ça permet d'établir des graphes égocentrés, d'un point de vue technique, de relations pour chaque enquêté. Donc, il y a 30 cas. Et son résultat, c'est qu'il y a une très très grande diversité alors que c'est des gens assez homogènes, il y a une très très grande diversité de graphiques, et donc il n'y a aucune unité de classe sociale. Il y a juste des configurations différentes qui correspondent à des trajectoires différentes. Là, par exemple, il montre 2 cas de structuration des relations
pour 2 enseignants. Le point enseignant, enfin le point de l'enquêté n'est pas représenté, c'est juste les relations entre leurs relations. Un cas où il y a disjonction forte entre 2 groupes, un autre cas où il y a une continuité entre les relations, notamment une continuité entre les relations familiales et amicales. Et le premier cas correspond à un cas d'ascension sociale, et le deuxième cas correspond à un cas de stabilité familiale, mère enseignante, grand-père enseignant, donc ce qui permet d'avoir un continuum de relations. Je ne sais pas si vous connaissez cet article de Padgett et Ansel, c'est un grand classique de la sociologie des réseaux, c'est un bel article qui porte sur les Médicis, et l'objet de cet article de 93, c'est de montrer que la prééminence de la famille Médicis sur la ville de Florence au XIVe et XVe siècle, ça ne doit pas à des attributs sociaux de classe, mais essentiellement à la position très centrale des Médicis, et c'est même une position involontaire. Ils se sont retrouvés dans une position centrale, un peu sans l'avoir voulu, à la suite de différents événements à Florence, et puis, occupant cette position centrale, ils l'ont exploitée de manière à en gagner des bénéfices politiques. Et une grande partie de la démonstration de l'article, enfin tout le début, c'est de montrer que l'opposition entre les partisans des Médicis et les partisans des oligarques, ce n'est pas une opposition qui doit à des différences de richesse, à des différences d'enrichissement, à des différences d'ancienneté dans la noblesse ou à des différences de quartier. Ce qui explique la position des Médicis et leur prise de pouvoir de fait sur la République florentine, c'est le fait qu'ils se retrouvaient au centre d'un groupe qui n'était pas coordonné autrement que par leur intermédiaire. Au contraire, les oligarques, qu'on a en bas du graphique, eux se retrouvent dans un groupe où il n'y a aucun leadership qui émerge. Donc ils se trouvent pris dans des relations un peu compliquées de solidarité, mais aussi de concurrence, et aucun de ces oligarques n'a une situation politique susceptible de faire obstacle aux Médicis qui coordonnent un ensemble de familles qui sans eux se retrouveraient déconnectés. Et donc c'est cette position de maîtrise des trous structuraux à la Ronald Burt qui, selon Padgett et Ansel, explique l'émergence et l'emprise de la famille Médicis sur la Florence du XIVe siècle. Donc avec cette sociologie structurale américaine à la Ron Burt, donc non seulement on est méfiant par rapport aux explications traditionnelles en termes de classe sociale, quand on les regarde, les classes sociales concrètement en termes de relations, on ne les retrouve pas, mais ils pensent que la position dans le réseau permet d'avoir un concept plus précis de ce qui donne aux individus du pouvoir. Et notamment avec Ron Burt, vous avez cette idée que c'est le nombre de trous structuraux. Alors le concept est assez mal désigné, c'est plutôt d'avoir des contacts non redondants, pour le redire autrement. Ça donne un double bénéfice, un bénéfice informationnel et un bénéfice stratégique, c'est la possibilité de jouer un contact contre un autre, de diviser pour gagner, et ça permet d'obtenir des ressources sociales. Et vous avez dans son travail un grand nombre d'articles, c'est assez répétitif, où il montre que son indicateur de trous structuraux, qu'il appelle contrainte structurale, est un très bon prédicteur de d'un grand nombre de résultats positifs pour les individus, promotion sociale, salaire, vitesse d'avancement de la carrière. Et dans cet article de 2004, assez intéressant, Structural and Good Ideas, c'est un article fondé sur une entreprise dans laquelle ils ont recueilli la structure des relations entre des managers
Et ils ont demandé à ces mêmes managers de donner des idées pour améliorer le fonctionnement de l'organisation. Et ces idées ont été notées par la direction. Et on regarde la valeur attribuée à cette idée en fonction de la position du manager dans le réseau. Et la valeur de l'idée sera d'autant plus grande que le manager se trouve à l'intersection de plusieurs réseaux disjoints. Les gens qui sont pris dans un réseau très cohésif vont proposer des idées qui n'ont pas été considérées par la hiérarchie de la firme. Donc le fait d'avoir des contacts très hétérogènes permet de construire des idées fondées sur de l'information différente et qui sont potentiellement plus riches dans l'univers considéré. Dans mon article avec Nicolas Mario, on exploite un petit peu cette idée en pensant que c'est vraiment la position dans le réseau qui permet de mettre en valeur les thèses de doctorat en sciences politiques. Et on avait pris comme indicateur le réseau du directeur de thèse du candidat, à savoir le nombre de contacts qu'il a eu pendant la période, et sa contrainte structurale, donc l'indicateur de Burt. Et de même, on a aussi utilisé cet indicateur qui est le nombre de contacts des personnes qui ont été invitées dans le jury de thèse et la contrainte structurale qui pèse sur ces contacts. Donc, la contrainte structurale, je vous rappelle, c'est l'idée de redondance. Donc plus le directeur de thèse et plus les membres du jury évoluent dans des réseaux où il y a peu de redondance, donc avec beaucoup de diversité, plus le docteur a une chance d'obtenir un poste à l'issue de sa thèse. Et l'idée qu'on essaye de mettre en avant comme mécanisme explicatif, c'est que ça permet, dans un univers où la valeur des thèses, il y en a beaucoup, on dit toutes qu'elles sont extraordinaires, la valeur des thèses a du mal à émerger relativement aux autres. Le fait d'être dans un réseau très diversifié, ça permet à la valeur de circuler plus largement et de dire ah tiens, il y a une bonne thèse, donc ce candidat peut être pris pour un poste. Dernière chose que cette vague structuraliste a promue, c'est l'idée de dire bon, les attributs catégoriels classiques comme les classes sociales, c'est pas très bon, ça ne correspond pas à la réalité. Ce qui est vraiment efficace, c'est la position dans le réseau. Si vraiment on doit créer des groupes, plutôt que de se reposer sur les attributs catégoriels préexistants, essayons de reconstruire nos propres groupes à partir du réseau. Et pour faire ça, ils ont utilisé des techniques, en gros des techniques de classification, pour ceux qui connaissent la statistique, mais une classification qui porte sur les matrices de connexion. Donc il y a plusieurs techniques, et la plus populaire c'est la technique du block modeling. Ça permet de ne pas se reposer sur des catégorisations sociales qui ne sont peut-être pas pertinentes et qui sont le produit d'une histoire, mais de partir vraiment des connexions des gens. Un bon exemple de ce type de recherche, c'est l'article de Claire Lemercier et Paul-André Rosenthal dans Population, où ils regardent les relations entre communes au XIXe siècle. Les relations sont collectées comme des flux de mobilité entre la commune des naissances et la commune de mariage dans des actes de mariage. Et ils n'ont repris aucune caractéristique géographique. Et juste en regardant ces relations-là, il y a un ordre qui émerge, qui n'est pas complètement de l'ordre de la contiguïté géographique, mais qui a une certaine cohérence et qui recoupe largement les frontières linguistiques sans s'y conformer exactement. Pour résumer, les réseaux, dans cette phase de confrontation, ça permet de disqualifier les anciennes appartenances catégorielles, ça permet de proposer des mécanismes explicatifs et ça permet de repenser la constitution du groupe sur une autre base.
littérature là très structuraliste, c'est beaucoup développé dans les années 80 et les années 90. À partir des années 90, la problématique scientifique s'est un peu déplacée en disant, pour l'instant, on a pris des réseaux, on a considéré que le réseau était exogène, qu'il était donné, et qu'il n'avait pas d'histoire. Et maintenant, il faut peut-être s'interroger sur l'origine du réseau, et peut-être que le réseau, la formation du réseau, doit aux appartenances catégorielles. Et si c'est le cas, une partie des résultats établis en première période doit être sérieusement reconsidérée. Parce qu'on a fait comme si c'était exogène alors que ça ne l'est pas. Et donc, dans les positions dans le réseau, il y a le fruit d'appartenance catégorielle. Et donc, du coup, ça pousse à faire des modélisations d'un modèle statistique qui vont être beaucoup plus compliquées, mais qui permettent de tenir d'une seule main à la fois les appartenances catégorielles et la structuration des relations en réseau. Donc je vais un peu développer en gros l'état de la problématique aujourd'hui, et à la fin aussi je proposerai d'autres articulations théoriques entre réseau et classe sociale pour des pulsions récurrentes. Alors quand on étudie le mode de formation des réseaux et savoir pourquoi deux personnes sont connectées, ben là on retombe sur une grande constante qui donne à personne, c'est l'homophilie. En général, la plupart des relations doivent à des formes de similarité de sexe, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, similarité d'âge, des structurations en génération, similarité de statut social, et similarité d'ethnicité. Et donc, du coup, les appartenances catégorielles apparaissent très importantes pour la genèse du réseau. Un petit exemple d'un tableau que j'avais fait pendant mes études. À partir de l'enquête contact, c'est l'enquête sur la sociabilité qui avait été effectuée sous la conduite de François Héran en 83, et qui comportait un petit volet sur l'amitié qui a été quasiment jamais exploité. Et dans ce... Enfin, je crois qu'il n'y a jamais eu de publication sur ce volet-là, mais c'était très fouillé. Et dedans, il y avait... on demandait d'écrire les amis en général, et de décrire assez précisément les 3 meilleurs amis ou couples d'amis. Et dans la description de ces amis ou couples d'amis, il y avait la description de la catégorie sociale, donc on peut établir une table de relations entre la position des individus et la position des amis. Et là, vous avez une table qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une table de mobilité sociale. 52% des amis d'ouvriers sont ouvriers, 48% des amis de cadres sont cadres. Je veux dire, c'est quasiment la même chose que 50% des enfants d'ouvriers sont ouvriers et 50% des enfants de cadres sont cadres. Il y a quelques petites différences parce que on n'a pas la temporalité qu'il y a dans une table de mobilité sociale. Ça ressemble beaucoup aussi à une table de mobilité matrimoniale. Et d'ailleurs, souvent, les relations matrimoniales sont aussi des relations d'amitié à un moment de leur développement. Il y a des petites différences liées, c'est pour les artisans commerçants. Pour une table de mobilité matrimoniale, il y aura beaucoup plus d'homophilie chez les artisans commerçants parce qu'ils travaillent ensemble. Les amis, c'est moins le cas. Mais on a cette correspondance forte avec donc les relations sociales, par certains côtés, ça rejoint, si on regarde juste les relations dans l'ensemble de la société, et qu'on regarde les relations les plus fortes, comme les relations d'amitié, ça rejoint le grand classique de l'analyse de la stratification sociale, qui est la mobilité sociale. Depuis les années 90, pas mal de travaux sont intéressés à la formation du réseau et de développer des outils statistiques pour comprendre cette formation du réseau, savoir à quoi devaient les connexions. Et là, je vais vous donner un autre exemple d'un travail en cours que j'effectue avec
deux collègues, Valérie Boussard et Nicolas Volosco, qui porte sur le marché de la fusion-acquisition. Et on regarde pourquoi des gens font des transactions ensemble. Et pour faire une transaction de fusion-acquisition, en fait, on ne fait pas la transaction tout seul. Quand on est une entreprise, on va se faire aider par des avocats, des conseillers financiers, des comptables, etc. Donc c'est des équipes. Et ce qui nous intéresse, c'est la constitution de ces équipes pour faire des transactions financières. Et là, on regarde comment une forme de relation, c'est la relation de transaction, repose sur deux modalités d'établissement de la confiance. Donc, d'une part, des dispositifs de jugement personnel, donc des réseaux préexistants, et d'autre part, des dispositifs de jugement impersonnel, donc des market devices dans la tradition des études sociales de la finance. Et on montre que les deux, alors que Karpik avait tendance à opposer ces deux formes de jugement en disant il y a des marchés où on utilise plutôt la confiance, d'autres marchés où on utilise plutôt le classement, les deux formes sont utilisées simultanément. Il y a des firmes qui sont classées comme Rolls, il y a des gens avec qui on a travaillé par le passé, soit on a déjà fait des deals avec eux, soit on a déjà travaillé dans la même firme quelques années avant, et cela on peut leur faire confiance parce qu'on sait comment ils travaillent, on sait qu'ils ne vont pas être trop opportunistes, on sait qu'ils sont opportunistes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas trop pousser à faire de la transaction alors que ce n'est pas notre intérêt. Ils vont accepter de produire les chiffres qui vont vraiment dans notre sens, même si ça les conduit un petit peu à transgresser leur éthique professionnelle. Ou on peut avoir recours au classement parce que c'est des gens qui ont une réputation, et on sait qu'ils font du bon boulot, etc., et qui vont imposer leur autorité. Et donc les deux formes, les deux modalités d'établissement de la confiance sont utilisées, et on se pose la question, mais au fond, est-ce qu'elles vont être complémentaires ou substituts? Et les premiers résultats, c'est qu'il y a plutôt une tendance à la substitution. C'est soit je fais appel à l'un ou l'autre, et pour l'instant, ce n'est pas encore stabilisé, mais notre intuition, c'est ça va être, la substitution va être forte pour des transactions de faible valeur. Et plus les transactions vont être de forte valeur, plus on va se dire, on est en risque, on va essayer de combiner les deux. Là, on est encore en train de travailler sur les modes de combinaison, parce qu'il n'est pas sûr que ce soit une combinaison avec la même personne. Ça peut être une combinaison avec un contact avec lequel j'ai déjà travaillé, un contact classé. Et pour ça, on n'a pas encore essayé. Donc voilà un exemple de ces travaux qui portent sur la genèse des réseaux. Alors là, qui s'intéressent à des attributs catégoriels. La catégorie, ça va être le classement. Et donc le réseau ici, il repose sur d'autres réseaux et sur d'autres attributs catégoriels. Alors, si les réseaux sont endogènes à l'activité sociale, s'ils ne sont pas complètement exogènes, ça conduit, d'un point de vue statistique et d'un point de vue conceptuel, à se dire peut-être qu'on a surestimé l'effet réseau dans les travaux précédents. Parce que peut-être que la centralité, peut-être que la contrainte structurale qu'on utilisait chez Birth ou dans votre chômage, peut-être c'était un indicateur autre chose que la position dans le réseau. C'était peut-être un indicateur de compétences, de qualité, etc. Antérieur. Et si c'était un indicateur d'une compétence qui était inobservée, peut-être qu'on va surestimer très fortement l'impact du réseau. Donc il y a deux problèmes, qui sont deux problèmes classiques de l'analyse statistique, c'est l'hétérogénéité inobservée. Il y a une variable confondante, une variable cachée, qui explique le phénomène, qui est corrélé avec la position dans le réseau. Et comment elle est cachée, comment on ne l'a pas, comment on ne la mesure pas, la variable réseau capture un effet d'autre chose. Et deuxième problème, c'est qu'il risque d'y avoir un problème de causalité inverse. On considère que c'est la position dans le réseau qui explique le succès, mais la position dans le réseau est elle-même la conséquence du succès. Dans un article de synthèse publié dans l'Annual Review of Sociology, Moore conclut son article en disant « If individuals choose friends who are similar to them, then one may reasonably suspect that the effect of many social capital variables are overestimated because of unobserved individual level factors that are correlated with friendship choice and the outcome variable of interest. » Et donc il
disqualifie le cœur de la sociologie des réseaux, notamment tout ce qui est le rôle du capital social dans l'obtention d'un emploi. C'est une conclusion très forte et assez dévastatrice. Alors, pour tenir compte de cette critique, a émergé en particulier à Groningen, sous l'impulsion d'un mathématicien, sociologue, mais surtout mathématicien et un peu sociologue, qui s'appelle Tom Snyder, une nouvelle génération de modèles, beaucoup plus compliqués, qui s'appellent les modèles Siena, des modèles de dynamique, qui combinent dynamique du réseau et dynamique du comportement social. Et ils ont fait un certain nombre d'articles, un peu toujours les mêmes, qui portent très souvent sur des petites communautés fermées, par exemple un lycée, et sur les relations d'amitié dans ces univers assez fermés, assez cloisonnés, donc relativement faciles à collecter, et un certain nombre de comportements. Souvent, ça va être des comportements de déviance, tabagisme, alcool, ou ça peut être aussi d'autres comportements plus positifs, ça peut être par exemple les goûts musicaux. Leur question, ça va être, est-ce qu'on a affaire à des phénomènes de sélection qui se ressemblent, s'assemblent, ou est-ce qu'on a affaire à des phénomènes d'influence qui s'assemblent, finissent par se ressembler? Donc, est-ce que je deviens ami avec Pierre parce que je fume et parce qu'il fume et qu'on se retrouve à la sortie du lycée pour fumer ensemble, ou est-ce que parce que Pierre a mon avis et qu'il fume, il me pousse à fumer? Alors, bon, la technologie permet de faire la part des deux. Le résultat est assez décevant parce que c'est un peu des deux. Très souvent, ça va y avoir ce résultat. Alors, en sociologie, en particulier en sociologie quantitative, on n'enfonce pas les portes ouvertes, on les mesure. Mais donc c'est quand même intéressant. C'est un petit peu, quand même, parfois un peu décevant. Et le problème de ces méthodologies assez compliquées, c'est qu'elles ont été vraiment construites pour ces petits groupes, pour des relations qui sont des relations continues dans le temps, ce n'est pas des événements, c'est plutôt des relations d'amitié qui n'ont pas d'intensité, dont on ne mesure pas un gradient. C'est des algorithmes très lourds parce que l'estimation des paramètres se fait sur la base de simulations réitérées. Et donc, au-delà de ces cas un peu typiques, on a du mal à utiliser ces modèles de manière efficace, pour l'instant. Donc ça, c'est assez peu utilisé en dehors de ce petit groupe de recherche autour de Tom Snyder. Ça commence un peu, il y a quelques articles dans Social Network. Les Américains ne comprennent rien, donc dans les revues anglo-saxonnes américaines, il y a eu peu de publications. La deuxième solution au problème d'endogénité du réseau, ça peut être une approche expérimentale. C'est des approches qui sont assez simples, même très simples statistiquement, qui sont très puissantes. Le problème, c'est qu'on a très rarement des données qui répondent à cette situation. Alors là, moi, j'ai eu la chance de tomber sur un cas où je pouvais utiliser cette approche expérimentale, et c'est disponible sur le site du MaxPo, c'est un papier qui est sorti début de l'automne, de The Chance of Influence, où j'étudie la commission électorale de l'École des hautes études en sciences sociales qui produit un premier classement des candidats qui va être soumis à l'Assemblée générale des enseignants. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis la fin des années 50, cette commission électorale, elle est tirée au hasard au sein de l'Assemblée générale des enseignants. Elle fait à peu près 20 à 30 membres. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des titulaires, il y a des suppléants. C'est aussi compliqué parce qu'il y a une partie de la commission électorale qui est membre de droit. Il y a une partie des candidats qui n'ont pas de contact avec les gens de la commission électorale. Mais pour un sous-ensemble des candidats et un sous-ensemble de la commission électorale, on peut considérer que c'est une expérience naturelle aléatoire du même type que les expériences aléatoires pour tester la validité des médicaments. Donc, pour tester la validité d'un médicament pour soigner une maladie,
on prend un groupe de gens atteints de cette maladie, on ventile de manière aléatoire en 2 sous-ensembles, un groupe auquel on donne le placebo, un groupe auquel on donne la molécule, et l'efficacité de la molécule est mesurée très simplement par une différence de moyenne entre l'efficacité du traitement pour ceux qui prennent le traitement et l'efficacité du placebo, parce qu'il y en a une, pour ceux qui prennent le placebo. Donc cette méthodologie qui s'est développée à partir des années 50, qui est devenue dominante en pharmacie, sciences de la nature, en biologie, peut s'appliquer, pas pour toutes les sciences sociales, mais il y a une partie des sciences sociales qui peut l'utiliser. Donc ça, c'est devenu maintenant assez à la mode en sciences économiques appliquées, notamment en économie du développement, avec des gens comme Esther Duflo, mais il y avait d'autres champs des sciences sociales qui l'utilisent, et d'ailleurs, ça vient plutôt de la psychologie. C'est James qui est le premier à la fin du 19e siècle qui a conçu ce type d'expérience. Et donc là, dans le cas de figure là, qui m'intéresse, je considère qu'il y a un groupe qui prend la molécule, le groupe traité, c'est les candidats qui ont un contact à l'EHESS qui a été tiré au sort dans la commission électorale, et le groupe de contrôle, alors on ne prend pas un placebo, c'est pas un placebo, mais c'est les candidats qui ont un contact éligible au tirage au sort, mais qui n'a pas été tiré au sort dans la commission électorale. Et là, on peut avoir l'effet causal d'avoir un contact dans la commission électorale en regardant la différence de résultats entre ces deux groupes. Et le fait que la ventilation soit aléatoire fait qu'on ne peut pas dire qu'il y a une variable cachée derrière, si le tirage au sort est juste. Donc les caractéristiques inobservées, avoir un directeur de thèse beau parleur, qui sache convaincre les gens, ils ont autant de chances d'être d'un côté ou de l'autre. Donc toutes les variables cachées qu'on n'a pas dans les données et qui sont susceptibles d'influencer le résultat et qui pourraient être corrélées avec les indicateurs de réseau, ben, on les annule. Et donc du coup on a une approche qui permet d'avoir, alors c'est un peu pompeux, mais certains auteurs économètres vont nous parler de révolution de la crédibilité, d'avoir une estimation statistiquement très simple, mais très probante du phénomène causal. C'est-à-dire ce n'est pas que des corrélations, mais c'est quelque chose qui va au-delà. Alors, d'un point de vue de statistiques descriptives, le résultat est assez simple. Quand on a son directeur de thèse qui est tiré au sort, on a 34% de chances d'être mis en avant par la commission électorale, donc d'être classé comme méritant d'être élu. Après, l'Assemblée générale revote entièrement. Et quand son directeur de thèse n'a pas été tiré au sort, on n'a que 20% de chance. Donc il y a 14 points. Donc c'est la troisième colonne. Et en termes de pourcentage de voix obtenues à la commission électorale, on a 28% de voix versus 22% quand le directeur n'a pas été élu. Donc après, dans le reste du papier, je fais un peu d'économétrie où je contrôle pour quelques petites choses qui pourraient influencer, notamment en mettant pour l'essentiel d'un point de vue technique des effets fixes pour chaque concours, et j'obtiens à peu près le même résultat, et donc qui est selon les spécifications, de 13 à 20 points de pourcentage en plus d'être proposé par la commission électorale quand le directeur de thèse a été tiré au sort au sein de la commission électorale. Et on obtient au sein de la commission électorale 6 à 9% de voix en plus. Et en termes d'effectifs, c'est à peu près deux personnes qui votent en plus en faveur du candidat à la commission électorale. 2 personnes, c'est pour une commission de 20 à 30 personnes, ça fait entre 5 et 10%. Donc en gros, ça veut dire que le directeur de thèse convainc en moyenne une personne en plus. Alors parfois ça peut être 2, 3, 4, et parfois ça peut être 0, parce qu'il ne va pas forcément soutenir tous ses candidats. Il y en a certains avec lesquels il est fâché ou qui considère moins, ou il a d'autres candidats à soutenir. Mais 2, on peut dire c'est pas beaucoup, mais sur la moyenne de l'ensemble de la période, c'est pas mal. Et puis quand on fait toute l'étape, ça conduit au final aussi à une plus grande chance, 13 points de chance de plus d'être élu à l'Assemblée générale. Ça n'a pas un effet que sur la commission électorale, sur
ces propositions qu'elle formule au début de l'Assemblée générale, ça a un effet sur la carrière des gens, on va quand même entendre. Alors, il n'y a pas que les effets des directeurs de thèse, on pourrait suspecter d'autres formes de liens. Là, j'en ai testé plusieurs. En général, c'est vraiment le directeur de thèse qui joue le plus. Les autres, j'ai pas d'effet significatif. J'ai un soupçon qu'il se passe quelque chose pour les co-auteurs. C'est le co-auteur et tiré au sort. Il y a d'autres formes de soutien qui marchent, mais elles ne sont pas forcément exogènes à l'expérience considérée. C'est des gens qui prennent la parole ou qui envoient des lettres. Mais parfois, ils envoient des lettres après que la commission soit constituée. Mais quand c'est ce qui s'est passé l'année d'avant, ça peut être exogène et on trouve le même résultat que pour le directeur de thèse. Et il y a un autre effet qui est plus amusant, un peu contre-intuitif, qui est négatif, c'est quand dans la commission électorale, il y a un ancien docteur du même directeur que soi. Et là, ça a un effet négatif. Alors on peut se dire, mais pourquoi? Bon, je ne vais pas trop creuser, il faudrait peut-être faire un peu de travail quali. Une explication raisonnable, c'est de dire, voilà, je suis l'héritier d'un tel, et puis il y a celui-là qui est mon rival dans l'héritage. Moi, j'en ai pas trop envie qu'il me fasse de l'ombre, surtout dans un univers comme le HESS, où il y a une certaine tendance à la scisparité, un peu une tendance fractale de constitution d'équipes, de sous-équipes. Certains débats dans le monde, c'est récent, ne sont peut-être pas étrangers à cette logique. Alors, je vais terminer sur cet exemple, et après j'essaierai de voir d'un point de vue théorique, à partir des travaux sur la finance commune, on peut élaborer un peu au-delà juste de la question méthodologique. Donc là, en réestimant le poids du réseau dans une situation expérimentale, ce qui est assez rare, je montre que, d'une part, c'est convergent, c'est pas juste le HESS, ça converge avec d'autres situations de recrutement académique où il y avait des dispositifs de tirage au sort, notamment en Espagne, les travaux de Juno Viva et Bagues, dans un dispositif institutionnel qui n'a rien à voir avec le HESS, mais avec un dispositif de tirage au sort de l'équivalent du CNU. Pour la qualification, ils obtiennent vraiment des résultats très convergents. C'est vraiment le fait d'avoir son directeur de thèse tiré au sort qui est le plus favorable à la promotion. Et deuxième résultat important, c'est que mon travail et ceux de mes collègues espagnols confirment aussi tous les résultats non expérimentaux dont on pouvait croire qu'ils étaient potentiellement biaisés à la suite de la critique de moi. Et donc le réseau social, il compte, et ça permet aussi d'avoir un autre résultat, qui est plus en cours d'élaboration, mais je pense plus un guide méthodologique. La sociologie des réseaux, notamment celle des années 80, a consacré beaucoup d'énergie à construire des bons indicateurs topologiques dans des réseaux très compliqués, et ce sont des abstractions. Et quand on pense à la centralité, comme la centralité de proximité, ça va être la distance moyenne en termes de degrés avec l'ensemble des membres du réseau. Si vous avez un grand réseau, la distance de degré 1, on arrive à penser. Au degré 2, les amis, on arrive à penser. Degré 3, les amis, ça déjà devient des abstractions. Après, tenir compte de ce qui se passe à degré 4, 5, 6, 10, 12, je ne sais pas quelle est la pertinence sociale de ces indicateurs-là. Et peut-être parfois, il est beaucoup plus efficace, plutôt que de se focaliser sur ces indicateurs topologiques qui ont des propriétés intéressantes, certes, mais pas forcément pertinents socialement, sur des indicateurs beaucoup plus simples, où on dit que ce n'est pas tellement avoir une position moyenne où on engage plein de choses très hétérogènes, mais d'être connecté avec un soutien particulièrement puissant, avec du coup une statistique beaucoup plus simple, mais qui va être beaucoup plus efficace pour l'obtention du résultat considéré. Et donc là, par exemple, dire je suis connecté à mon directeur de thèse qui se trouve à la bonne position au bon moment, c'est peut-être plus important que d'être je suis à une centralité de 0,55 dans un réseau constitué de relations qui sont nécessairement hétérogènes. Parce que
peut-être terminer là-dessus plus rapidement. Donc, pour l'instant, j'ai envisagé la combinaison vraiment assez méthodologique en disant il y a les attributs catégoriels, il y a le réseau. Premier temps, c'est la guerre. Deuxième temps, on se rend compte que le réseau est endogène, il faut faire la part des deux avec des méthodes un peu plus compliquées, un peu plus dynamiques ou des situations expérimentales rares à réunir. Mais on n'articule pas théoriquement la question du réseau et la question de l'appartenance de classe. Et pour donner une piste qui n'est pas exclusive, qui ne sert qu'à penser à une petite gamme de phénomènes, je m'appuierai ici sur le travail de Luc Boltanski et F.K. Capello dans l'ouvrage Le Nouvel Esprit du Capitalisme. Et dans cet ouvrage, maintenant qui est bien connu, les auteurs proposent de penser une nouvelle figure du capitalisme, le capitalisme en réseau, et de voir comment, dans ce type de capitalisme, un nouvel acteur, qui est le passeur mobile, qui se connecte et déconnecte à volonté, est en situation de pouvoir exploiter d'autres acteurs. Donc du coup, c'est pas juste une position qui serait orthogonale à la structure de classe, ça devient une position qui prend part à la nouvelle structure de classe congruente à ce nouvel esprit du capitalisme. Et notamment, les auteurs reformulent la théorie de l'exploitation pour penser le type d'exploitation qui serait de mise avec le capitalisme en réseau. Et la formule de l'exploitation dans cet ouvrage, c'est l'inversion de la formule du bonheur, ou de la formule de la justice, ou de la justification. Dans la formule de la justification, le bonheur des grands fait le bonheur des petits, c'est ça qui font le mérite. Quand on l'inverse pour penser à l'exploitation, c'est le malheur des petits fait le bonheur des grands. Donc plus il y a du malheur en bas, plus il va y avoir de ce bonheur en haut. Et appliqué au cas du capitalisme en réseau, ça va être l'immobilité des uns qui va faire la mobilité et la force du passeur mobile. Et du coup, les différentiels de connexion vont générer de l'exploitation. Alors, je vais donner un exemple à partir de mes travaux en finance. Alors moi, je fais une petite différence par rapport au cas de Boltanski et Tedno. Dans Boltanski et Capello, Boltanski et Capello pensent le passeur mobile et le capitalisme en réseau comme étant orthogonal à la structure de propriété classique. Parce que justement, la propriété, il la pense comme étant immobile. Mais c'est vrai, mais en partie vrai, et ça ne l'est plus tellement pour le capitalisme en réseau, où il y a une grande partie de la propriété qui devient justement mobile. Et du coup, quand on pense à des actifs qui peuvent être mobiles, on peut combiner les figures traditionnelles de la propriété et la question de la mobilité. Et donc le différentiel de mobilité fait que les personnes les plus mobiles, qui sont à la tête des formes de propriété les plus mobiles, peuvent menacer les personnes les plus mobiles de déconnexion si elles n'obtiennent pas ce qu'elles croient, ce à quoi elles croient avoir droit. Et donc elles en tirent profit. Alors, moi, cette idée, je l'avais d'abord exploitée dans le cadre d'un article dans la revue française de sociologie qui s'appelle Hold Up en finance, où je montrais comment un chef de salle dérivé action et son adjoint avaient obtenu 10 millions d'euros et 7 millions d'euros pour son adjoint, à la suite d'une renégociation qui prenait la forme d'un hold-up. Et dans cette renégociation, ils avaient menacé la firme de se déplacer, et de déplacer avec eux toutes sortes de choses. Ils avaient démissionné, ils avaient donné à leur banque 48 heures pour qu'elle les rachète aux conditions d'une banque rivale, et au moment de la renégociation, ils avaient dit, si vous n'acceptez pas, non seulement on part tous les deux,
mais on va faire venir toutes nos équipes. Donc ils déplacent bien plus que leur propre personne, ils menacent de déplacer tout ce qui fait la valeur de ce département, c'est-à-dire les équipes productrices, le savoir-faire, la technologie et les clients. Et cette idée-là, j'ai essayé de la tester empiriquement dans le cadre d'un article qui est paru en 2014 dans l'European Journal of Sociology, qui s'appelle The Strength of Collaboration Ties, où j'essaye de voir dans ce questionnaire qu'est-ce qui a pu favoriser les changements d'emploi. Et je leur demande s'ils connaissaient des gens dans l'équipe où ils ont été recrutés, s'ils ont déjà essayé de partir à plusieurs, s'ils ont déjà recruté des anciens collègues de travail. Et je crée un indicateur qui correspond d'une part à la faculté de pouvoir utiliser des liens de collaboration ou des équipes mobiles à son service. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, je regarde les actifs qui sont qui sont pas relationnels, que les opérateurs financiers déplacent avec eux. Et dans ces actifs là, notamment, je leur demande quel est l'enjeu de leur recrutement. Est-ce que c'était juste remplacer quelqu'un, compléter une équipe? Donc ça, c'est les enjeux classiques de recrutement. Et d'autre part, j'ai essayé d'avoir des indicateurs des actifs qu'ils ont pu déplacer. C'est un peu approximatif, mais est-ce qu'il s'agissait d'apporter des nouvelles technologies, des nouveaux clients, des nouveaux savoir-faire, des nouvelles activités, où là, j'essaie d'approcher le fait qu'en passant d'une banque à une autre, ils apportent bien plus que leur propre personne. Et au final, j'essaie de voir si ces deux attributs contribuent à l'augmentation de salaire, d'une part, et au revenu total, au revenu qui touche au moment où ils sont interrogés. Et je montre qu'il y a une corrélation assez forte de ces deux indicateurs, au moins séparément et parfois de manière combinée avec ces deux indicateurs de succès. Et pour le redire autrement, même si je n'ai pas le tableau, apporter dans sa firme un ancien collègue de travail, ça augmente le salaire de 10%, on peut se dire que ce n'est pas grand-chose, mais si on pense au chef de salle qui est parti, enfin qui n'est pas parti, mais qui a menacé de partir, en gros avec 50 personnes, il faut le multiplier par 50, donc ça fait une augmentation de 500, ça multiplie le salaire par 5. Quoi. Donc, dire ils ont obtenu 10 millions, peut-être s'ils n'avaient pas cette faculté à déplacer l'ensemble des équipes, ils auraient peut-être 2 millions. L'estimation n'est pas juste, mais ça donne un ordre de grandeur de ce que ça permet de pouvoir déplacer une partie de l'activité. Et ces personnes qui sont très mobiles, et elles sont non seulement mobiles parce qu'elles partent facilement, mais elles mobilisent des ressources avec elles, et elles entraînent des ressources derrière elles. On pourrait se dire, les entreprises pourraient avoir intérêt à les immobiliser, à inventer des dispositifs contractuels pour les stabiliser. Et elles le font en partie. Elles le font en partie, effectivement, les clauses qui sont censées empêcher les départs, comme les bonus différés, les clauses de non-concurrence, les longs préavis sont plus fréquentes quand les salariés sont porteurs de liens de collaboration d'une part et d'actifs déplaçables d'autre part. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ces dispositifs échouent en un sens parce que les salariés qui sont entravés par ces clauses les renégocient souvent, et les renégocient dans 60, ils essayent dans 60% de cas de les renégocier, et dans 20% des cas, ils le font avec succès.
Et plus ils sont porteurs de ces actifs déplaçables, que ce soit des actifs, des liens de collaboration ou les actifs déplaçables non humains, plus ils vont avoir du succès dans leur renégociation. Alors pourquoi? Parce que tout le monde veut rester connecté avec eux. Et on veut, même s'ils partent, même si ça nous gêne un peu, on ne veut pas entamer les chances futures de collaboration, soit en étant embauché un jour dans la même banque, soit les chances de faire un deal. Donc finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui vont être intéressés à les empêcher à partir si ça doit les gêner plus tard dans le futur. Et donc les mobiles sont un peu des attracteurs, ils attirent derrière eux des gens qui vont tout faire pour leur faciliter le travail. Donc les actifs transférables, les relations de collaboration, loin de gêner le mouvement, elles huilent le mouvement et elles huilent la mobilité. Alors ça permet de repenser la question du passeur en finance. Quand on change de groupe, de camp, situation de guerre, en situation de politique, c'est vu comme un peu une forme de traîtrise. Dans l'entreprise classique, partir comme ça à la concurrence, c'était vu comme un manque de loyauté. En finance, celui qui part, loin d'être mal vu, ça devient un attracteur auquel tout le monde veut rester connecté. Et c'est ça qui fait sa force. Donc, ça permet de penser donc, en cette nouvelle figure du capitalisme où la mobilité et le fait d'être un passeur très mobile qui peut se connecter et déconnecter, ça donne une position de force. Ça permet de penser position dans le réseau et position de classe, puisque ce nouveau capitalisme structure ses propres relations de classe. Alors c'est très visible en finance, mais ce n'est pas spécifique à la finance. Hein. Ça va être présent dans les formes de capitalisme immatériel où les frontières de la firme sont difficiles à protéger. Où il y a, tout ce qui est secteur des services aux entreprises va être particulièrement affecté par ce mode de hiérarchisation. Et ça alimente des nouvelles formes d'inégalité. Là, vous avez la proportion des différentes CS dans le top 0,01%. Les élites traditionnelles, comme les PDG, ont beaucoup décru. Les 50% des top 0,1% au début des années 90, c'est plus que 20%. Et les élites salariales, comme les cadres du privé, donc les 37, parmi lesquels il y a surtout des banquiers, ont accru considérablement leur poids. Donc, cette position très particulière dans le réseau permet de repenser la structuration en classe, et donc c'est une proposition qui ne permet pas de traiter tous les problèmes, ou une approche un petit peu classique de la structure de classe fondée sur des droits de propriété et une approche théorique du réseau où on regarde comment certaines positions dans le réseau on peut mettre en concurrence les gens, où on peut se déplacer facilement, donne du pouvoir. Ces deux approches-là peuvent être combinées pour repenser le capitalisme contemporain.